Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite, les titres de Sud Soir. Liberté de presse et désinformation. Le ministre conseiller en communication à la présidence de la République, Seydou Gueye, plaide pour la régulation et la mise en place d'un dispositif réglementaire et législatif. Au même moment, 3 journalistes guinéens sont attraits devant la barre suite à une plainte pour diffamation de la ministre en charge de l'enseignement technique. La presse guinéenne est dans tous ses états. Amadou Ouribari fera le point dans ce 18h. Hausse notable des fonds alloués aux collectivités territoriales pour l'année 2021. Annonce de la tutelle Oumar Gueye qui a pris part ce lundi au Conseil national de développement des collectivités territoriales. Il réagit dans cette édition qui fera le point de la progression de la COVID-19. 2 décès ont été enregistrés, 76 nouvelles contaminations recensées et 406 patients sont sous traitement. Le port de masque est redevenu obligatoire. Nous ferons le point au collège Sacré-Cœur et à Mbour avec notre correspondant Moustapha Sall. Info Éco complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieng. Sud Soir. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais dans les titres, liberté de presse et désinformation. Au Sénégal, il faut la régulation et un dispositif réglementaire et législatif selon le ministre conseiller en communication à la présidence. Le phénomène de fake news associé à l'essor de ce qu'on appelle le citoyen média échappe à tout contrôle. La fondation Friedrich Naumann a initié ce lundi un forum sur la liberté de presse et la désinformation à l'ère du numérique. C'était sous les yeux de Marie-Rosalie Ndiaye. Avec l'émergence de ce qu'on appelle le citoyen média, tout le monde se réclame journaliste, devient collecteur et diffuseur de l'information et en temps réel. Selon le ministre conseiller Elhadji Amidou Kassé, le système échappe à toute forme de régulation. Le monde du journalisme est aujourd'hui envahi par ce qu'on peut appeler le citoyen média, dans la mesure où chaque citoyen peut ouvrir son compte de réseau social, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Construire ou collecter des informations et les diffuser librement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire mais aucune régulation ne peut réguler cet essor des réseaux sociaux qui signe ce qu'on peut appeler l'avènement du média citoyen ou du citoyen média. Conséquence, le Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, est emporté par l'essor des fake news et les responsabilités sont partagées selon Joe Holden, directeur de la fondation Friedrich Naumann. Il y a certainement une responsabilité de la presse en général, mais il y a aussi une responsabilité de l'État. Il y a certainement la grande question de l'éducation. Donc je pense que c'est un mélange de responsabilités qu'on doit adresser pour traiter ce problème. Face à cette recherche effrénée de solutions, il faut beaucoup de régulation et un dispositif législatif et réglementaire, selon le ministre conseiller en communication à la présidence, Seydou Gueye. Les parades que nous avons trouvées jusqu'ici, ce sont des processus de vérification à travers le fact-checking, qui est l'apanage des organes de presse, mais il y faut beaucoup de régulation, puisque ça porte atteinte à l'intégrité des gens, à leur honorabilité. Il faut de la régulation, mais il faut également un dispositif législatif et réglementaire. À l'ère du numérique, la fondation Friedrich Naumann, à l'initiative de ce forum libéral sur la liberté de presse et la désinformation, tente d'apporter des solutions aux fake news, un programme qu'elle déroule dans 80 pays dans le monde. Marie-Rosalie Ndiaye, parmi ces 80 pays figure certainement la Guinée où la liberté de la presse est malmenée selon la presse locale. 3 journalistes de la presse privée sont cités à comparaître en justice suite à une plainte de la ministre de l'enseignement technique. Elle accuse ces derniers de diffamation dans une affaire de détournement de 20 millions de dollars révélée par ces derniers. De quoi provoquer lire des associations de presse qui apportent leur soutien aux 3 journalistes convoqués et condamnent l'attitude de la ministre en question, Dieynaba Dramé. Correspondance depuis Conakry, Amadou Ouribari. Les 3 journalistes responsables de médias ont révélé une affaire de 20 millions de dollars détournée par la ministre de l'enseignement technique qui aurait procédé à une surfacturation dans l'achat d'équipements destinés à plusieurs centres de formation professionnelle. À la suite de ces révélations, le gouvernement a dans un communiqué laconique démenti ces faits de détournement et apporté son soutien à celle qui est accusée de corruption. Mais le procureur de la République va se saisir du dossier pour tenter de faire la lumière dans cette affaire
ministre qui fait le chou gras de la presse. La ministre de l'enseignement technique, acculée par des preuves fournies à nouveau par les médias, va porter plainte contre les 3 journalistes pour acharnement et diffamation. Une attitude qui irrite les associations de presse qui apportent leur soutien aux confrères convoqués le 15 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Dans une déclaration, 5 associations de presse rappellent que les lanceurs d'alerte et dénonciateurs de corruption doivent bénéficier d'une protection spéciale de l'État contre les actes de représailles et d'intimidation. Elles considèrent que la démarche de la ministre est une manœuvre dilatoire pour empêcher l'instruction en cours pour détournement de deniers publics. Des journalistes soutenus également par des activistes de la société civile et opposants qui dénoncent à leur tour une tentative d'intimidation et exigent la démission de la ministre. En Guinée, les journalistes qui osent dénoncer les faits de détournement de deniers publics sont toujours inquiétés. Certains se retrouvent en prison et d'autres privés de micro. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons à présent du Conseil national de développement des collectivités territoriales qui s'est réuni ce lundi. Les fonds alloués aux collectivités territoriales ont connu une hausse considérable selon le ministre chargé des collectivités territoriales. L'objectif de cette rencontre est de procéder sur la base des vraies propositions faites par le ministre à la répartition en grande masse de ces ressources dégagées par l'État. Ismaïla Marcel Colli. Cette réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales, CNDCT, vise à statuer sur la répartition en grande masse des ressources dégagées par l'État au titre des fonds de dotation de la décentralisation FDD et du fonds d'équipement des collectivités territoriales FECT. Pour l'année 2021, une augmentation significative est notée comme chaque année, nous dit Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales. En 2020, le fonds de dotation de la décentralisation est de 24 milliards 950 millions. En 2021, ces fonds sont de 26 milliards 700 millions. En 2020, le fonds d'équipement des collectivités territoriales était de 29 milliards 658 millions 826 520. Et en 2021, ces fonds seront de 32 milliards 908 millions 826 520. Également dire que cette réunion elle est très importante parce que le président Macky Sall nous a instruit au niveau du gouvernement de faire en sorte qu'avant la fin du mois de mars, que tous ces fonds soient transférés dans les comptes des collectivités territoriales. Une augmentation bien approuvée par les acteurs. Adama Diouf, président des élus locaux du Sénégal, parle à leur nom. Chaque année, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, augmente les fonds de dotation de la décentralisation et les fonds d'équipement, minimum 5 milliards par an. Nous le saluons du fait de respect de ces engagements, mais aussi nous saluons cette augmentation. Parce que le chef de l'État, en créant l'acte 3 de la décentralisation, a dit, mieux que par le passé, cette politique de réforme verra le jour et va contribuer à la promotion du développement dans nos territoires, en accompagnant les projets et programmes mis en place par les communes et les départements. La deuxième chose également qui nous inspire cette réunion, c'est évidemment le délai. Cette rencontre a vu la participation de 30 personnes, dont les agents de la direction des collectivités territoriales, mais aussi plusieurs représentants des structures et des autorités du pays. Ismaïla Marcel Colli, nous nous rendons au niveau de la place Soweto où se déroule le marathon budgétaire. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement est depuis ce matin devant les parlementaires pour défendre le projet de budget 2021. Mansour Faye a été interpellé entre autres sur le renforcement de la sécurité routière et la réhabilitation du réseau ferroviaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons à l'hémicycle où après Mansour Faye, ce sera au tour du ministre de l'économie, du plan et de la coopération Ahmed Hott de défendre le projet de budget de son département devant les parlementaires de la place Soweto. Nous quittons Dakar pour Thiès. 7 ans après leur formation au SNEPS de Thiès, les professeurs d'éducation physique sportive en chômage continuent de réclamer le recrutement dans la fonction publique. Face à la presse, en lieu et place de la marche Thiès-Dakar initialement retenue, ces professeurs interpellent de nouveau le chef de l'État. Voici le coordonnateur du collectif des sortants du SNEPS de Thiès, Hippolyte Mignan Diom. Il est avec Babacar Ndao. De 2013 à 2018, le SNEPS de Thiès a formé 266 professeurs d'éducation physique, titulaires du CAPSEM EPS. Malgré tout, ces jeunes
sont la plupart au chômage depuis 6 ans maintenant, en dehors des 81 recrutés depuis 2014 comme professeurs contractuels. C'est pour cette raison que nous voulons, d'une autre manière, en lieu-place de la marche pacifique annulée, à une rencontre sur invitation du président de l'ANEP avec M. Matarba, ministre des Sports, à travers un point de presse, interpeller M. le Président de la République du Sénégal. Excellence, M. le Président de la République, bien qu'étant au chômage depuis 6 ans, dans un contexte de migration clandestine, option choisie par bon nombre de jeunes Sénégalais à la tête du travail, nous, enseignants d'éducation physique formés par le CELEP, nous avons décidé de rester ici au Sénégal dans l'espoir d'un recrutement. Monsieur le Président de la République, épuisé après 6 ans de chômage, certains 5 ans de contractualisation pour d'autres et affaiblis par des grèves de la faim répétitives, des marches pacifiques et des sittings. Lorsque ces paroles exprimées par votre ministre conseiller en éducation ont retenti dans nos oreilles et après avoir été rencontrés par monsieur Matarba, notre désarroi et notre angoisse a été dissipé. Alors, comment ne pas être rassuré? Comment ne pas avoir un grand espoir que nombreuses demandes de recrutement et d'intégration dans la fonction publique connaîtront enfin une suite favorable? C'était donc Mignane Diouf qui parlait au nom, Hippolyte Mignane Diom qui parlait au nom du collectif des sortants du SNEPS de Thiès. Après les doléances de ses professeurs à Thiès, place à celle du collectif Nyon Long qui exige la libération immédiate et sans condition de leurs 4 camarades arrêtés vendredi dernier lors de la manifestation des pêcheurs. Ils sont en garde à vue au commissariat de police du plateau. Nyon Long dénonce ce recul démocratique et compte manifester vendredi prochain devant les locaux de l'Union européenne pour la suspension des accords de pêche et la libération de leurs camarades. Khadisen. Les membres de No Lank comparent cette arrestation de leurs 4 camarades à un kidnapping. En garde à vue depuis vendredi pour dépôt de lettres de manifestation et participation à une manifestation non autorisée, le collectif exige leur libération immédiate. Guy Marius Sagna, membre de No Lank. Malik Biaye, Fallou Diagne, Thierno Sall, ainsi que notre deuxième co-coordonnateur, Pape Abdoulaye Touré, qui ont été kidnappés depuis vendredi. Et depuis vendredi, ils sont au commissariat de police du plateau. No Lank dénonce énergiquement, dénonce vigoureusement cette énième atteinte aux droits les plus élémentaires des citoyens sénégalais, à savoir le droit de manifester, à savoir le droit de circuler, à savoir le simple droit de déposer une lettre à la préfecture de Dakar pour informer le préfet de Dakar de notre volonté de manifester. Une autre manifestation est donc prévue ce vendredi devant les locaux de l'Union européenne. Nous informons l'opinion publique que nous avons déposé aujourd'hui une lettre d'information sur la table du préfet pour l'informer que vendredi prochain, à partir de 15h, donc de 15h à 18h, nous, membres de No Lank, nous allons manifester devant les locaux de l'Union européenne à Dakar pour dire un certain nombre de choses, parmi lesquelles nous demandons la suspension de cet accord néocolonial. Nous demandons que cet accord soit suspendu parce qu'il n'est ni en faveur de l'État du Sénégal, ni en faveur des pêcheurs du Sénégal, ni en faveur des consommateurs citoyens du Sénégal, du peuple sénégalais, mais également pour exiger la libération de nos 4 camarades. Le collectif No Lank appelle tous les Sénégalais à participer à cette marche pour la sauvegarde de nos ressources halieutiques. Il est à 18h15 dans nos studios, la même heure au service des maladies infectieuses au CHU de Fann et nous parlons de la COVID-19. 76 nouveaux cas ont été enregistrés ce lundi, dont 44 issus de la transmission communautaire. 2 nouveaux décès enregistrés également. Le point avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, il est le directeur de la prévention. Sur 1231 tests réalisés, 76 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 31 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 44 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Rocade Fann Bel-Air 6, Matam 5, Ouest Foire 5, Dakar Plateau 3, Ouakam 3, Cité Keur Damel 2, Guédiawaye 2, Mamel 2, Mermoz 2, Ngor 2, Pikine 2, Sicap Baobab 2, Almadies 1, Liberté 6 1, Patte d'Oie 1, Point E 1, 4 Urbam 1, Thiès 1,
Tivaouane 1 et Yoff 1. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 6 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 553 cas ont été déclarés positifs, dont 15 806 guéris, 340 décédés et donc 406 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis à travers les domiciles. C'était le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Stopper la propagation de la Covid-19. Le respect des mesures barrières est obligatoire au collège Sacré-Cœur, non loin de la radio Sud FM. Mesure dont l'application n'est pas toujours évidente pour les élèves. Reportage Odile Minkilan. 10 heures au collège Sacré-Cœur. C'est l'heure de la récréation. Les élèves sortent des classes. Les masques bien portés pour certains et pour d'autres, les masques sont baissés au niveau du menton. Il y en a qui se précipitent même pour aller se laver les mains. Je me lave les mains. Pourquoi? Parce que j'étais sale. Parce qu'il y a le corona. Difficile de respecter les mesures barrières, disent ces élèves. Bon, ici, on dirait qu'il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de gestes barrières. Si on a le directeur, il fait tout pour... il nous dit de respecter les gestes barrières, mais en fait, les élèves, ils ne respectent pas. C'est comme si dans leur tête, il n'y avait pas de coronavirus ici. Même des fois, je ne respecte pas, tellement j'oublie. Non, les gens ne respectent pas. Mais moi, j'ai fait ça. J'ai fait descendre mon max. C'est normal. Pourquoi vous dites que c'est normal? Parce que les gens sont fatigués à cause des masques. Même s'ils sont conscients que le port du masque est obligatoire. Sur le règlement intérieur, maintenant, on a dit que si tu ne portes pas ton masque, on est capable de te renvoyer à cause de ça. C'est obligatoire, on l'a dit, mais nous, les gens ne veulent pas le respecter. Même moi, je l'ai fait. Mais devant, on le respecte. Quand vous voyez le préfet? Oui. Face à la menace d'une nouvelle vague de contamination, l'administration prend déjà les devants et mène la sensibilisation. Frère Luc Brunette, directeur des cours Sacré-Cœur. Toujours en arrivant le matin, les élèves se lavent les mains. En classe, il y a du gel. Après la récréation, quand ils reviennent, ils peuvent utiliser ça. Et on demande aussi le port du masque obligatoire. Bon, je sais que ce n'est pas toujours évident pour eux. Il faut sans cesse le rappeler. Pour l'enseignant, on nous dit que s'il est devant la classe, un peu loin des élèves, il peut l'enlever pour parler. Mais s'il s'approche des élèves, il doit remettre son masque. Mais les élèves doivent garder les masques en classe et même dans la cour. Mais bon, il faut les persuader de l'importance de ça. J'insiste souvent le matin à les communiquer, écrits comme oraux, pour leur dire vraiment la pandémie n'est pas finie. Il faut qu'on se protège et qu'on protège les autres aussi. Au cours privé Sacré-Cœur, la gravité de la situation causée par le coronavirus interpelle aussi le corps pédagogique. Que les élèves qui s'attellent à barrer la route au virus, même si ça s'avère difficile pour eux. Odile Minkilan, nous quittons le collège Sacré-Cœur. Vous nous écoutez sur la 98.5 pour nous rendre à Mbour. Vous nous suivez sur la 106.9. C'est pour toujours parler de la Covid-19, notamment sa recrudescence avec des cas communautaires, avec plus d'une trentaine en 3 jours. Les forces de sécurité veillent au respect des mesures barrières, notamment le port du masque. Constat, Moussa Fassal. Covid-19, le virus circule toujours à Mbour. Les cas communautaires augmentent avec plus d'une trentaine en 72 heures. Les populations en relâchement sont sanctionnées par les forces de sécurité qui exigent le port de masque. Mas est un taximan qui ne respecte pas les mesures barrières. Si le client ne porte pas de masque, les forces de l'ordre nous talonnent, nous taximans à longueur de journée. Ce vieux de 60 ans, son masque chirurgical rabaissé sur le menton, se dit être conscient de la situation. Moi j'ai toujours mon masque, je me protège. Donc certes il y avait un peu de relâchement, mais maintenant avec la hausse des cas communautaires, je respecte strictement les mesures barrières. Depuis la recrudescence des cas communautaires ici à Mbour, dans les réceptifs hôteliers, le port de masque et le respect des mesures barrières redeviennent obligatoires. Le contrôle est de plus en plus strict. Moustapha Sall Mbour, Sud FM.
Parlons de sport, plutôt de sport, oui, à présent avec le football. La France va affronter l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et l'Herzégovine et le Kazakhstan en qualification pour la Coupe du Monde 2022. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des clubs en Ligue des Champions. Teungueth FC va affronter Raja de Casablanca et en Coupe CAF, le Jaraaf joue contre San Pedro de la Côte d'Ivoire, un adversaire qu'il faut prendre au sérieux d'après le coach du Jaraaf Malik Daf avec El Hadj Malik Ndiaye. Pour le deuxième tour, on va rencontrer San Pedro de Côte d'Ivoire. C'est une belle équipe. C'est une équipe depuis quelques années quand même qui est constante dans les compétitions africaines. Bon, je pense que entre les équipes ivoiriennes et les équipes sénégalaises, c'est toujours des matchs âprement disputés. On sait que d'abord c'est un match qui sera très difficile comme d'habitude, mais comme on dit, pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe CAF, il n'y a pas de match facile, donc tous les matchs sont difficiles. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'humilité, surtout apporter les correctifs nécessaires, essayer de travailler pour essayer de corriger tout ça très rapidement et faire face à cette équipe ivoirienne, Inch'Allah, pour essayer de passer le prochain cap, Inch'Allah. Alors, sur quoi vous allez insister? Sur la concentration. Je pense que le football aussi, c'est le plus important, c'est la concentration. Parce que déjà, nous avons la chance d'avoir une très bonne équipe. Une équipe qui est entourée de joueurs d'expérience. Mais comme on dit, le talent seulement ne suffit pas pour passer dans cette compétition. On a toujours eu des très bons joueurs, mais il faut avoir beaucoup de caractère, il faut avoir un bon état d'esprit, il faut être vraiment conquérant, il faut se battre. Vraiment, parce que le haut niveau a beaucoup d'exigences. On a fait le match de référence, c'est le match qu'on a fait contre Kano au Nigeria. Je pense que c'est le même état d'esprit qu'il faut avoir, mais aussi en restant concentré, parce que aussi, moi, je n'ai pas aimé le but qu'on a fait à domicile contre Kano. Moi, je pense qu'il vaut mieux gagner sans autant encaisser un but pour voyager aussi tranquillement. Moi, je pense qu'on va essayer d'apporter encore les correctifs pour être beaucoup plus costaud, être concentré, travailler avec beaucoup d'humilité, en sachant que les matchs aussi ne se ressemblent jamais. Ce qui est important, c'est l'adversaire qui est en face. Essayer de tout faire pour essayer d'être maître chez soi, essayer de gagner à domicile pour pouvoir toujours voyager tranquillement et sereinement. C'était Malik Daf, le coach du Jaraaf. L'équipe de Jaraaf est attendue à Dakar demain. Le Jaraaf a fait match nul blanc face au Kano Pilar du Nigeria. Les Verts blancs avaient remporté la manche aller par 3-1. Et nous parlons d'afro-basket des moins de 18 ans chez les garçons. Le Sénégal affronte la Guinée aux demi-finales demain. Match, donc, une victoire est synonyme de qualification pour le mondial. L'autre demi-finale va opposer l'Égypte au Mali. Ce sera demain à 15h. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce lundi, nous recevons comme invité Moustapha Dieng. Il est le secrétaire général du syndicat national de la pêche artisanale. Il revient sur les difficultés qui minent le secteur et leurs principales doléances. Nous sortons d'une campagne catastrophique l'année dernière qui a amené les pêcheurs à reprendre les pirogues pour aller vers la route des îles Canaries. Nous sommes en train de vivre la sécurité des moteurs hors bord dont le monopole est détenu par CFAO Sénégal. Nous dénonçons également le manque d'assistance du gouvernement par rapport aux multiples accidents dans le secteur de la pêche. Aucun fonds de calamité, il n'y a aucune assurance qui accompagne les pêcheurs et leurs familles. Que la concurrence déloyale qui existe aujourd'hui entre la pêche industrielle et la pêche artisanale dans la zone des 6000 marins soit résolue par le déplacement de la limite autorisée pour les bateaux à 12 miles marins. Nous voulons que les bateaux retournent au large et que la pêche artisanale ait une zone assez responsable pour pêcher. Et nous voulons également que le gouvernement reverse au CLPA les 60% qui sont dus par l'État du Sénégal au CLPA. Le gouvernement a pris des mesures depuis 2012 de geler l'immatriculation des nouvelles pirogues pour la pêche artisanale. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait un dégel. De 2012 à maintenant, c'est tout. Il faut que le gouvernement arrête et soulève le dégel pour permettre aux pêcheurs d'avoir des pirogues, mais aussi que le gouvernement débloque le blocage de l'importation du bois, permettre aux pêcheurs de réparer également leurs pirogues. Nous demandons que le gouvernement renforce la sécurité dans le secteur de la pêche. Il y a trop d'accidents, trop de pertes en vie humaine. Il faut que le gouvernement mette en place des avions de surveillance pour sécuriser les pêcheurs, mais également que le gouvernement révise le code de la pêche. Que la commission qui délibère les licences ne soit plus une simple commission consultative, mais que cette commission soit une commission délibérative. Nous voulons que le gouvernement arrête toute procédure de sénégalisation de bateaux étrangers. C'est tous ces problèmes que vit la pêche. C'était le secrétaire général de l'UNAPAS, Moustapha Dieng. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité.
La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h27 dans nos studios, c'est la fin de ce soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Liberté de presse et désinformation, le ministre conseiller en communication à la présidence de la République, Seydou Gueye, plaide pour la régulation et la mise en place d'un dispositif réglementaire et législatif. Au même moment, 3 journalistes guinéens sont attraits devant la barre suite à une plainte pour diffamation de la ministre en charge de l'enseignement technique. La presse guinéenne est dans tous ses états, d'après notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Wouri Barry. Hausse notable des fonds alloués aux collectivités territoriales pour l'année 2021, annonce de la tutelle Omar Gueye qui a pris part ce lundi au Conseil national de développement des collectivités territoriales. Il a réagi dans cette édition qui a fait le point sur la progression de la COVID-19 dans notre pays. 2 décès ont été enregistrés hier dimanche, 76 nouvelles contaminations recensées et 406 patients sont sous traitement. Le port de masque est redevenu obligatoire. Nous avons fait le point au collège Sacré-Cœur, non loin de la radio Sud FM, et à Mbour avec Moustapha Sall. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio.